Donc pour comprendre un petit peu mon historique, en 87, je réalise un premier ordinateur, Mac PC, qui est à base d'Atari ST. Donc c'était un ordinateur qui permettait de faire déjà tourner les deux mondes qui aujourd'hui sont réunis au sein de cet ordinateur-ci. C'est aussi les deux mondes, quelque part, que vous connaissez, qui est le monde associatif et le monde, quelque part, de l'entreprise. Et peut-être qu'un jour, c'est peut-être un bel espoir que ces deux mondes soient aussi réunis et comprennent que l'activité économique ne doit pas servir uniquement qu'à l'enrichissement, mais qu'elle doit aussi contribuer massivement à soutenir des projets et à essayer de préserver nos intérêts. Donc je termine ingénieur civil en 89 et je trouve qu'aujourd'hui, je veux dire, le mot civil prend tout son sens en disant tiens, aujourd'hui, je peux peut-être essayer de présenter quelque chose qui donne un peu plus de sens que simplement de la technologie, mais peut-être de la technologie à objectif humanitaire, ça peut être sympathique. Donc en 1995, je présente dans le groupe Galaxy une première application d'internet bancaire basée sur des technologies Next. Et puis, je dis responsable du groupe Scorpio dit bon, très bien, on va faire les premières applications, on va le faire ensemble. Et est né à ce moment-là Scorpio Technologies. Et le groupe a réalisé la première banque en ligne qui était CBC Online en 1998. C'est une belle aventure. En 2001, la technologie par SMS que vous avez vu a été brevetée en 2001. Aujourd'hui, tous les médias utilisent cette technologie. Je vais dire aussi en 2009, c'est la même chose. J'ai écrit un deuxième brevet pour prévenir les gens en cas de catastrophe, qui est vraiment aussi une prise de conscience, indépendamment du monde économique. On va vers un ensemble de bouleversements et donc de régler le problème qui est de prévenir les gens dans les zones avec précision. Mais pour ça, ils doivent s'enregistrer. Et pour s'enregistrer, ils doivent de nouveau pas faire l'effort d'enregistrement. Donc on va pas faire un effort pour être prévenu en cas de catastrophe, mais peut-être qu'on va demain faire un effort pour aider l'autre. Qui est-ce qui veut aider l'autre ? Ça peut être peut-être une manière plus constructive de créer cette base de données. Qui veut aider l'autre ? Qui veut participer et profiter de dire moi je veux aussi qu'on m'aide, mais je suis prêt à aider. Et donc à ce moment-là, on crée quelque chose de nouveau en termes de solidarité qui peut être justement la base la base pour prévenir les gens. Vous avez entendu en 2014 que BE Alert en fait implémente une première partie de ce brevet. Et puis la prise de conscience du projet que je vous présente aujourd'hui, elle date de 2011, de vraiment dire tiens, comment est-ce qu'on peut faire les choses ? Alors pour ça, pour bien comprendre les choses, il faut comprendre l'entreprise. L'entreprise, on la connaît. Une entreprise est détenue par des actionnaires. Elle a des actions. Donc au-dessus de ça, il y a 100% d'actions qui peuvent être des actions détenues par des entreprises ou par des personnes physiques. Elle a un objectif qui est un objectif d'optimisation, un objectif de rentabilité, un objectif de rémunération d'actionnaires. Donc, quand on est dans son entreprise, on essaie que cette entreprise fonctionne le mieux, qu'il y ait le plus d'argent, etc. Et le cœur de l'entreprise est évidemment la comptabilité et l'optimisation à tout prix. Ah, j'étais un peu vite. Conséquence d'une mauvaise nouvelle sur notre système économique. Les grandes entreprises jouent un rôle important dans notre économie. Elles font travailler beaucoup de sous-traitants et ont de nombreux salariés. Pour rester compétitives, elles doivent avoir des projets. Lorsqu'elles sont dans l'impossibilité de les financer elles-mêmes, elles n'ont que deux possibilités. Les financer par le biais des marchés financiers ou demander un prêt à la banque. Lorsqu'elles vont chercher de l'argent sur les marchés financiers, elles émettent des titres, comme des actions ou des obligations. Ces titres sont achetés par les investisseurs et les banques à un certain prix, contre une rémunération future. Ils sont ensuite achetés et vendus sur les marchés financiers. Leur valeur dépend du nombre d'investisseurs intéressés, c'est-à-dire du rapport entre l'offre et la demande. Suite à une annonce négative, comme la crise grecque, le ralentissement économique,
la faillite d'une grande entreprise ou d'une banque, les investisseurs et les banques sont moins confiants dans l'économie. Ils ont peur d'investir, ne veulent pas prendre de risques et donc ne veulent plus rien acheter. Il devient plus difficile pour les entreprises de monnayer leurs titres et de les transformer en argent. Les entreprises vont alors chercher à emprunter auprès des banques. Les banques, présentes au cœur des marchés financiers, sont inquiètes de cette rumeur. Elles font moins confiance aux entreprises quant à leur capacité de remboursement. Elles leur proposent alors des prêts plus chers avec des conditions dissuasives. Si elles ne peuvent pas trouver d'autres solutions pour obtenir de l'argent, elles devront renoncer à leur projet. Elles vont annuler leurs commandes avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Ces entreprises sous-traitantes vont ainsi voir diminuer leur chiffre d'affaires prévisionnel. Et elles vont également limiter les nouvelles embauches prévues. Face à une mauvaise nouvelle qui influence l'économie, les ménages eux aussi sont inquiets et préfèrent attendre que le contexte soit plus favorable avant de concrétiser leur projet. Ils dépensent donc moins d'argent et c'est le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises qui est touché. Elles sont alors contraintes de réduire sévèrement les coûts pour survivre. Elles font encore moins travailler leurs sous-traitants. Elles gèlent les salaires et sont parfois même dans l'obligation de licencier. Et voilà comment une anticipation négative, des inquiétudes ou des ressentis peuvent faire dysfonctionner l'ensemble de notre système économique. Donc pour revenir sur le constat de notre économie par rapport à ce qu'on a vu priorité à l'enrichissement. Donc la dette de nos pays est un problème systémique. Et on voit aussi que ce qu'on a vu dans le petit film, que les valeurs boursières sont indépendantes de la valeur réelle et qu'on n'hésite pas à licencier pour faire augmenter le cours aussi, le cours de bourse. Alors maintenant qu'on voit ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut construire cette solution ? Prise de conscience, on peut amener les gens à prendre conscience pour qu'eux-mêmes décident d'un changement, au lieu de leur imposer un changement. Ça, c'est première chose, ça c'est important. Alors, je voudrais utiliser les éléments qui existent aujourd'hui dans notre système économique. On a des sociétés d'investissement, on a une fondation, on a une société de production, et on voudrait essayer de construire un nouvel outil. Bon. Et on voudrait élaborer un modèle transparent, parce que si on dit qu'on redistribue, il faut montrer combien on redistribue, il faut montrer tous les chiffres, il faut donner confiance au monde économique pour dire que ce qu'on fait est bien juste, parce que si on vient le faire chez nous, si on travaille avec nous, il faut vraiment le montrer. Alors, en fait, là, ça devient vraiment touchy par rapport à « non, c'est pas possible que vous usiez faire des choses comme ça, c'est pas possible ». Mais je ne vois pas d'autre alternative, c'est développer l'activité économique avec un objectif humanitaire comme argument commercial. Venez acheter chez nous la bouteille d'eau parce que nous, une partie du prix de vente part à des projets humanitaires. Venez acheter chez nous la bouteille de lait, achetez chez nous ceci et les différents produits. Donc c'est demain de dire on achète les produits et les services au prix du marché, mais avec une participation humanitaire, mais surtout avec une transparence et une visibilité où le consommateur est l'acteur du changement par son acte d'achat sans que ça lui coûte 1 euro de plus. Ça ne doit pas lui coûter, c'est lui mettre un outil dans l'économie pour que le don, quelque part, je m'excuse parce que c'est vrai que vous avez demandé qu'on fasse des dons, moi je veux rapporter en plus des dons cet outil-là et le construire. Parce que ça va être plus facile de dire, tiens, si on veut aider l'association qui est ici, qui a des beaux projets, qui a des choses qui doivent être faites pour les gens, c'est quand même plus facile, acheter les services informatiques chez nous si vous en avez besoin, au prix du marché, et nous on redistribuera 9% du chiffre d'affaires pour le projet. Comme ça, les gens qui disent l'effort à faire est beaucoup moins grand que de devoir faire un don. Non, j'ai un service, ok, moi je suis un bon samaritain, vraiment, j'ai aidé cette association parce que j'ai acheté des services informatiques et on a redistribué, c'est transparent, c'est visible, c'est génial et c'est grâce à vous. Donc on va même plus loin, on va dire et c'est grâce à vous et vous qui avez acheté les services, c'est grâce à vous qu'on a pu donner. Donc
C'est même pas nous qui donnons, c'est même à la limite le client qui donne. Donc c'est d'amener le pied à l'étrier, de démarrer au niveau du commerce tel qu'il est pour permettre justement cette prise de conscience au départ par l'achat et la vente de produits et de services classiques, pour peut-être aller au don en deuxième étape, pour aller participer sur le terrain parce qu'on trouve ça sympathique, etc. et aller plus loin. Mais à la vitesse de la prise de conscience de chacun et en disant que le consommateur est acteur. Nous allons vous raconter l'histoire d'un petit bonhomme qui a beaucoup de pouvoir. C'est vous, c'est moi, c'est un acheteur. Notre héros a devant lui deux mondes. Le premier, c'est le monde industriel, qui produit les biens et les services. Le second est insignifiant par rapport à l'autre, tellement insignifiant qu'on le désigne à contrario parce qu'il n'est pas, le secteur non marchand. Entre les deux mondes, la distance semble infranchissable. Pourtant, si l'on donnait une valeur à ce qui est fait de façon volontaire et bénévole dans les associations, le second monde serait au moins aussi grand que le premier. C'est la Fondation Roi-Baudouin qui le dit. Revenons-en à notre héros. Placé entre ces deux mondes, il a le pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter. Et il a le pouvoir de donner ou de ne pas donner. Les deux secteurs ne sont pas concurrents, ne sont pas adversaires, mais pourtant ils ne communiquent pas non plus. C'est à cause de la distance. Et c'est à cause de la langue. On ne parle pas la même langue dans une SA et dans une ASBL. Reprenons nos deux mondes, toujours aussi éloignés l'un de l'autre. Le monde des entreprises, axé sur la croissance et la rentabilité comme élément de performance, et celui des associations, axé vers le service, dirigé vers le bien commun, les plus faibles et la terre. Pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il nous faut une interface. Une interface qui parle au secteur des biens et services et qui vend via par exemple un site de vente par Internet les produits du monde industriel. Il nous faut par ailleurs une fondation qui sélectionne les projets d'association et les labellise. L'entreprise opte pour un ou plusieurs projets d'association en fonction de ses préférences. Lorsqu'un de ces produits est vendu par l'e-commerce de l'interface, une commission est payée. L'interface conserve 25% de la partie du chiffre d'affaires qui est redistribuée et finance les projets choisis à hauteur de 75%. Notre petit bonhomme ne paye pas son produit plus cher et il a conscience du mouvement de redistribution qu'engendre son achat. Il ne doit plus choisir entre acheter ou donner, puisque lorsqu'il achète, il donne par la même occasion. En une seule action, il permet aux deux mondes de se développer. Quand on vous disait que c'est un héros. Maintenant, comment est-ce qu'on a structuré, je vais mettre comme ça, je vois aussi l'écran, comment est-ce qu'on a structuré de manière tout à fait concrète la situation, c'est dire, on va prendre une entreprise qui va communiquer avec le monde des entreprises. Alors, il faut savoir que dans cette partie intermédiaire, il y a déjà des associations qui vendent des produits et puis qui donnent de l'argent à gauche et à droite. Donc il y a quand même un commerce qui existe. Mais ce que moi j'ai voulu mettre en place, c'est vraiment un outil qui permet justement de séparer justement l'activité économique qui est liée à une entreprise, qui fonctionne comme une entreprise pour pouvoir parler aux entreprises comme Blue Sky Regeneration et une fondation. Et j'ai fait le choix pour montrer de manière structurelle le lien entre les deux, c'est que j'ai pris mes actions, les actions de la société, et j'ai donné 75% des actions, pas dire je vais participer à des projets de temps en temps, peut-être demain, non, j'ai donné 75% des actions à la fondation. Et j'ai créé une société d'investissement qui, elle, a reçu 25% des actions de la société. Alors comment ça fonctionne ? C'est que dans notre monde, on a tous les acteurs. C'est essayer de construire un système où tout le monde est content. Ce n'est pas toujours facile, mais d'arriver à faire quelque chose où tout le monde est content. Et qu'est-ce qu'on a comme acteur dans ce système ? Il y a la société, il y a la fondation et la société d'investissement, des clients et des associations. Et pour prendre un exemple, maintenant, concrètement, comment ça fonctionne en concret ? Si je vends par exemple 100 en service IT, en service informatique,
je vais garder pour produire les services 88 dans la société. Je vais donner 9 en sponsoring, c'est pour des services informatiques, à la fondation. Évidemment, les investisseurs ne sont pas contents parce que j'avais 100, je donne déjà 9 comme ça. Ils disent et moi, eh bien, vous recevez 3 pour garder l'équilibre entre les investisseurs et la fondation. Et donc, on se retrouve dans un système où si on se met du côté de la fondation, ben c'est chouette, on reçoit 9% du chiffre d'affaires. Et c'est très important du chiffre d'affaires parce qu'on ne veut pas de discussion sur la gestion de l'entreprise. Si on dit des pourcentages sur le résultat de l'entreprise, non. On va faire une entreprise qui va fonctionner avec ces pourcentages-là. Et donc, 9% pour la fondation, 3% pour la société d'investissement. Du côté des investisseurs, ils se disent, tiens, j'ai 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est quand même pas mal. Visa, c'est 3% aussi du chiffre d'affaires. Et Visa, c'est très, très, très gros. Donc ça peut être très, très, très bien. Mais si Visa est très, très, très gros, et si on est Visa du côté Sustainia, la fondation sera encore 3 fois plus grosse. Et donc, ça va être encore beaucoup mieux pour les projets. Et ça va être encore magnifique parce qu'à ce moment-là, les clients diront que c'est extraordinaire. Et ça va avoir un emballement inouï, c'est ça que j'aimerais bien, avoir un emballement constructif où, je vais dire, on arrive à faire fonctionner le système économique pour développer les choses autrement. Du côté des investisseurs, on va y revenir, prenons un exemple concret, qui est l'exemple de Helping Hand. On a vendu pour 94 444 € de services informatiques, ce qui veut dire qu'on a gardé pour produire 83 000 €. On a redistribué pour Helping Hand 8 500 €. Et pour la société d'investissement, ça représente 2 800 €. Mais si on regarde, 2 800 €, si on n'a que ce projet-là sur un an, c'est l'équivalent d'un capital de 70 000 € placé à du 4%. Donc on pourrait demander à un investisseur de mettre 70 000 € dans la société d'investissement. Et comment ça se passe à ce moment-là? C'est que ces 70 000 € sont apportés à la société de production pour développer l'activité et pour augmenter l'activité. Et ainsi de suite, on peut rappeler du capital et continuer à construire le système comme ça. Parce que, en fait, du côté du capital, on va dire aux investisseurs, attention, vous n'aurez pas plus de 4 à 8% de votre capital par an. Sinon, ça ne va pas aller. Pas plus de 4 à 8% brut de retour sur votre capital. Dès que vous arrivez à 8%, nous avons le droit d'augmenter le nombre d'actions de Sustainia. On va diluer Sustainia par 2 et on a le droit d'augmenter le nombre d'actions pour ramener du capital qui est injecté dans la société d'investissement pour continuer à développer l'outil de redistribution. Donc c'est de créer là un cercle vertueux d'augmentation de capital à objectif humanitaire. Et c'est de se dire, on peut amener dans notre système économique quelque chose, un outil économique, qui fait qu'on ne doit pas changer les choses. On a simplement donné confiance au marché que ce système fonctionne et que c'est juste. Le seul élément qu'on fait, c'est qu'on va faire la concurrence à ceux qui ne le font pas. Et donc on peut développer toutes les technologies là en dessous, on peut développer tout le marché en dessous, de cette manière-là. Et en faisant la concurrence gentiment, eh bien, ceux qui vendront peut-être un peu moins se poseront des questions, mais ils auront participé. Alors Helping Hand, j'ai invité Helping Hand qui parle de sa première expérience avec nous. Mais bon, bonsoir à tous. Donc en quelques mots, Helping Hand est une association qui a pour objectif la coopération au développement. On a été constitué il y a plus de 5 ans pour mettre en œuvre des actions ciblées au Bangladesh visant à l'amélioration du niveau de vie dans la région de Barisal qui se trouve dans le centre du pays. On a différents domaines d'activité qui sont la santé par les plantes, l'adduction d'eau potabilisée, les programmes de nutrition. On travaille également dans le cadre de la violence faite aux femmes, microcrédit, le développement aussi de petites entreprises, parrainage scolaire, et nous avons également en Belgique développé toutes des actions de sensibilisation. Alors il y a à peu près 2 ans maintenant, nous avons été contactés par la Blue World Foundation
qui nous a présenté son modèle Blue, et ce qui nous a permis aussi de produire un clip de présentation de l'association. Ce clip a ensuite été présenté également sur les chaînes nationales. Voilà, on va vous le passer. Dans le village de Barisal, au Bangladesh, l'ONG Helping Hand soutient des enfants dans leur scolarité. 150 € permettent à un enfant de suivre l'école pendant 1 an. Vous pouvez parrainer l'éducation d'un enfant pour le sortir de la misère et le rendre autonome dans la société. Pour recevoir toute l'information sur la manière de le parrainer, envoyez HA par SMS au 3419. Vous pourrez aussi vérifier l'utilisation des dons et être informé sur l'évolution du projet. Alors voilà, en tant que bénéficiaire, donc nous avons développé toute une série de partenariats avec des entreprises. Donc le principe est simple, c'est l'entreprise souscrit une participation sur base annuelle liée à une activité qui cadre avec nos activités de prédilection. Il ne s'agit pas simplement de sponsoring, mais l'entreprise reçoit de notre part une série d'interventions de communication qui la met en valeur par son engagement sociétal. Donc, en d'autres termes, grâce à ce partenariat, nous travaillons sur place au Bangladesh, mais nous faisons également notre promotion ici en Belgique par la même occasion. Ici aussi, pour ces partenariats entreprises, nous avons pu compter sur la Blue World Foundation, qui, bien entendu, nous a mis à disposition son système de code selector. Donc, c'est un système qui est très simple en matière de communication. Il suffit d'envoyer un SMS. Celui-ci n'est pas surtaxé, c'est le coût demandé par votre opérateur téléphonique. Et pour de l'information générale sur Helping Hand, vous tapez HA au numéro 3419. Et pour une information plus spécifique liée au partenariat d'entreprise, LP, qui vient de Help, au 3419 également. Et c'est vrai qu'au sein d'Helping Hand, on a vraiment la volonté à la fois d'intégrer des actions de sensibilisation en matière de coopération au développement, mais surtout de faire intervenir le mode d'entreprise avec une finalité sociétale. Et les deux sont essentiels pour pouvoir pérenniser aussi des activités sur place. Voilà, merci. Merci. Donc pour revenir sur notre présentation, si on veut continuer à développer le modèle Blue, je l'ai appelé comme ça, cette structure, parce qu'elle permet d'un côté de communiquer avec le monde des entreprises, entreprise sur entreprise, et du côté fondation. Je me suis dit aussi à un moment donné, il faut que l'automatisation soit au service des projets humanitaires. Ça ne va pas que l'automatisation soit au service aujourd'hui de l'enrichissement. Donc, dans ce cadre-là, j'avais une idée, c'était d'offrir, par exemple, on parle de sites e-commerce bien souvent, et c'est d'offrir en fait aux sociétés qui ont des sites e-commerce et des magasins le système de code sur tous leurs produits dans le magasin. Et comme ça, quand vous allez dans le magasin, vous dites tiens, je vais acheter un appareil photo, je ne sais pas lequel, etc. Vous faites 2-3 codes et vous allez dans l'environnement utilisateur. L'environnement utilisateur ouvre leur site e-commerce, celui du magasin. Vous êtes directement et vous pouvez acheter le produit en ligne, exactement le produit que vous avez vu dans le magasin. Vous avez eu le temps de lire la documentation et l'idée c'est que cet achat qui se ferait en ligne serait redistributif. Et donc la communication serait de dire aux gens, mais vous allez dans le magasin et si vous voyez ces codes, chaque fois que vous utilisez ces codes, vous participez à un projet humanitaire. Et c'est vraiment d'essayer d'amener cette dynamique et de la construire. Par exemple, on peut très bien imaginer à ce moment-là qu'on ait une commission de 20% sur le produit, donc on ne va pas vendre la licence de la technologie, on va simplement la mettre en place, mais c'est uniquement sur le résultat de l'entreprise et pas sur combien de personnes ont demandé de la doc, les gens l'ont vu mais ils ont quand même acheté ailleurs, etc. Non, c'est uniquement sur le résultat. Comme ça, l'entreprise ne prend aucun risque. La seule chose, c'est qu'elle va garder quelque part ses clients et c'est sur le résultat de la vente qu'on proposera une redistribution. C'est-à-dire qu'on gardera par exemple 8, voilà, comme ça. Vu que ce système est automatisé, il nous suffit de garder 8%. On peut même redistribuer 9 en sponsoring et 3 pour les investisseurs.
Alors, ici, c'est vraiment vous dire, je ne connais pas l'Assemblée, je ne connais pas les personnes qui sont là, mais par contre, vous avez peut-être un intérêt. Alors j'ai imaginé ceci, j'ai imaginé par rapport au modèle, peut-être que si vous avez envie de travailler avec la société par rapport à des services, que vous avez une société, que vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer pro et je vous rappellerai demain ou après-demain. Si vous voulez, par exemple, investir dans le modèle et réfléchir avec nous au niveau de l'investissement, vous envoyez Invest. Si vous êtes une ONG, que vous avez des projets à apporter, vous envoyez ONG au 3419. Et si vous voulez comprendre le modèle Blue et aller plus en profondeur dans la réflexion, vous envoyez Blue au 3419. Il y a encore un élément très important, donc ce qu'on a vu, et je voudrais vous apporter cette piste supplémentaire. On a vu ce système, il fonctionne quand il y a un marché. Quand il n'y a pas de marché, quand on parle des pays en voie de développement, ça fonctionne pas. Alors, j'ai une proposition qui est une piste de réflexion, mais j'ai discuté avec un attaché économique de la présidence du Cameroun qui me disait tiens, ça m'intéresse votre modèle. Et voilà ce qu'il m'a proposé. Il m'a dit ça serait quand même bien si l'État, un État défavorisé, on vous propose ceci, on vous apporte la ressource, une mine de cuivre, des terres, et vous allez chercher des investisseurs qui vont rentrer dans la société d'investissement dans Sustainia, le capital descend dans la société de production locale et exploite cette ressource et vend les produits de cette ressource sur le marché international. À ce moment-là, l'État apporte avec les ONG locales les projets qu'il désire faire, les routes, les éléments qu'il désire faire, et on garde une maîtrise quelque part, et on joue le jeu de cette redistribution, d'un côté sur les prix de vente, peut-être plus, ça dépend des produits et des services, qui permet à ce moment-là d'amener de l'argent dans la fondation par du sponsoring pour faire les projets d'État et rembourser les investisseurs.